Bonsoir. Des retraités à la limite de la survie qui se demandent chaque jour ce qu'ils vont manger, comment ils vont payer leurs factures et leurs loyers. Ces derniers mois, vous avez pu découvrir la détresse de Prudence à Cayenne, de Jean-Pierre à Montsinéry-Tonnet-Grande ou encore de Filienne à Sinnamary. 3 personnes qui touchent des retraites allant de 235 à 1,85 €. Combien sont-ils en Guyane? Pourquoi chez nous, de nombreux retraités modestes de plus de 65 ans ne perçoivent pas l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a remplacé le minimum vieillesse? C'est pourtant un droit, y compris pour les retraités de nationalité étrangère à partir de 10 ans de séjour régulier. Alors pour faire des constats sur ce thème et présenter des solutions, 3 invités ce soir sur le plateau de débat 973. Le docteur Claude Rosenel, gériatre, directrice de l'autonomie à la collectivité territoriale de Guyane. Jean-Xavier Bello, directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Et puis Réginaldo Grasse-Étienne, directeur du Centre communal d'action sociale, le CCAS, de la ville de Cayenne. Bonsoir à tous nos invités et meilleurs vœux à vous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Meilleurs vœux aussi, bien sûr, à tous ceux qui nous regardent ce soir. Retour donc sur les 3 retraités en galère que nous avons rencontrés en reportage, donc en octobre et en novembre. Ils nous parlent de leurs difficultés à joindre les 2 bouts avec des montants de retraite très faibles. On les écoute. Aller à la boucherie. Et que maintenant, niet. Même pas des œufs, j'arrive plus à acheter. Qu'est-ce que vous mangez alors? Que du riz, du couac, de la sardine, des boîtes de conserve. Même pas de la laitue, même pas de légumes, rien du tout. D'abord, vous travaillez sur votre abatis. C'est-à-dire que le matin, quand il ne fait pas trop chaud, vous prenez la houe et vous plantez ce que vous pouvez. Vous allez cueillir en forêt ce que vous connaissez. Vous chassez, vous pêchez. Et puis avec les 30 € qui vous restent, il faut vous soigner, aller acheter votre riz, votre huile, votre sucre, votre sel, les éléments de base principaux. Voilà comment vous vivez. Des stress, la vie est détruite. Parce que c'est le stress qui amène la vieillesse. Alors, j'ai attendu la volonté de Dieu. C'est celle qui a aidé moi. Alors Jean-Xavier Bello, vous êtes le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, on l'a dit, qui gère la branche retraite du régime général. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? On l'entend, Filienne, 1,85 € par mois de retraite, Jean-Pierre, 30 €. Alors malgré une décision de justice qui lui avait attribué l'ASPA, mais qui n'était pas reconnue à ce moment-là, et Prudence, 235 € par mois. Comment est-ce qu'on peut en arriver à de telles situations? Ce sont bien sûr des situations qui ne peuvent qu'émouvoir, nous interpeller, sur des situations qui sont révoltantes. On est tous d'accord, je pense, émus par ces situations. Et si la sécurité sociale existe, c'est justement pour éviter d'arriver à des situations aussi extrêmes. Et on ne peut que regretter, effectivement, de constater que malgré tout, on a ces situations. Maintenant, les choses, au-delà de l'émotion, qui est vraiment qui est un moteur important, et je crois qu'il ne faut pas s'empêcher d'être ému, parce qu'effectivement, moi, je l'ai été quand j'ai revu ces reportages. Mais au-delà de cela, il faut aussi, et je suis heureux qu'on ait aujourd'hui ces débats, parce que c'est aussi prendre un peu de recul, essayer d'analyser les choses. Et quand on a un montant de retraite d'1 €, effectivement, on se dit, mais comment ça se fait? C'est pas logique, c'est pas normal. Sauf que oui, ça l'est. Ce qui est normal, c'est que le système de sécurité sociale et de retraite a été construit sur une logique contributive. On travaille, on cotise. Et cette cotisation ouvre des droits. Ces droits sont proportionnels au montant de la cotisation. Ce qui fait que quand on a peu cotisé, on a peu de retraite. Ça, c'est le premier socle. Donc le montant de la retraite en lui-même, il est, si je puis dire, juste. Il est proportionnel aux cotisations qui ont été versées. Voilà, c'est le fait que Filienne ne puisse pas accéder. Par contre, le système de protection sociale français
a prévu les cas des personnes qui, effectivement, ont malheureusement un montant de retraite faible. Et dans ce cas-là, il y a des corrections qui sont apportées. Alors déjà, il y a des corrections même par rapport aux cotisations, on tient compte des enfants, on tient compte d'un certain nombre de paramètres pour augmenter, revaloriser les retraites les plus faibles. Et au-delà de cela, le dernier filet de sécurité qui existe, c'est celui qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse. Je repasse ce thème parce qu'il est plus parlant, qu'on appelle aujourd'hui l'ASPA. Voilà, depuis 2005, c'est l'ASPA. Voilà, c'est l'ASPA et qui permet d'offrir et de garantir au moins 900 €, 904 € par personne pour une personne seule qui vit seule. À partir de 65 ans dans la plupart des cas. Voilà, maintenant, ce n'est plus une logique contributive, c'est vraiment une aide sociale qui est plus liée à aucune contribution, mais qui est au simple fait d'être âgé, d'avoir plus de 65 ans, d'avoir des revenus qui sont inférieurs, tous revenus confondus, qui sont inférieurs à ce montant, de vivre en France, et voilà, et d'avoir également une situation familiale qui fait qu'on n'a pas d'autres revenus, et c'est sur ces conditions-là que l'on peut avoir droit à l'ASPA. Alors là, il y a quand même un loupé en termes de gestion des dossiers, puisque, par exemple, dans le cas de Filienne, puisqu'elle nous a confié un petit peu sa situation, je sais que vous considérez que c'était un petit peu, il faut rester discret là-dessus, mais en l'occurrence, elle a voulu qu'on en parle. Elle est passée donc d'une situation de RSA, où elle avait encore le RSA d'ailleurs, après, elle a 69 ans, Filienne aujourd'hui, à rien du tout, et l'ASPA qui n'arrivait pas, vous voyez, donc il y a quand même eu un moment là de latence. Est-ce qu'il y a, on va y revenir un petit peu sur les effectifs, sur ce qui s'est passé en même temps à la sécurité sociale, parce que vous avez eu conscience, je crois, de difficultés. Il y a des efforts qui ont été faits en ce sens. Juste, on va y revenir. Reginaldo Grasse-Etienne, vous êtes le patron du CCAS de Cayenne, donc c'est vraiment l'instance de proximité à Cayenne pour agir socialement. Juste sur le constat de cette précarité, vous d'ailleurs, l'année dernière, vous avez accueilli 1 millier de seniors. Quel constat vous faites par rapport à cette précarité ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très très fréquent dans les gens qui viennent vous voir, qui soient moi j'ai parlé de limite de la survie, c'est-à-dire quand on est vraiment aux abois. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? Alors, nous avons des situations qui ont été mises en avant par la crise du Covid, qui les a davantage révélées. Et en l'occurrence, sur 2020, nous avons eu à accompagner un nombre plus important que d'habitude de personnes âgées. Notre analyse des besoins sociaux a mis en avant sur le territoire donc, de Cayenne près de 4000 personnes donc, âgées. Et cet effectif il va encore augmenter. Pour 2030, on devrait normalement être à 8000 personnes. Au niveau des situations de précarité, des situations de mal logement des personnes âgées, nous avons eu aussi à intervenir et nous avons aussi été sollicités par les bailleurs sociaux, par les partenaires, de façon à pouvoir en fait accompagner les situations les plus difficiles, de sorte que les gens retrouvent en fait de quoi vivre décemment chaque jour. Là où nous avons été assez frappés, c'est du nombre de personnes très important qui malheureusement, faute de famille, parce que la solidarité aussi familiale, elle a un rôle extrêmement important. Nous avons des personnes qui sont délaissées par leurs enfants, des personnes dont les enfants vivent en métropole, donc du coup ont un impact encore plus limité. On a également des personnes qui, malheureusement, parlent mal le français, sont arrivées tardivement sur le territoire. Et tout ce type de situation, en fait, elle s'est mise au devant de la scène. La crise a fait en sorte que, du coup, nous soyons confrontés à ce type de situation en termes d'accompagnement, en termes de soutien, d'information, au sein du CCAS. Mais vous constatez aussi des difficultés d'accès à cette fameuse ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, chez ces retraités, ces seniors précaires. Alors, au niveau d'une personne lambda, vais-je dire, arrivant au CCAS avec une demande, nous allons donc l'accompagner. Le dossier donc est constitué. Notre présidente donc signe, valide donc les dossiers, ils sont donc adressés à la CTG et l'instruction du dossier se fait ensuite. Ils sont informés directement par
par la CTG des éléments suite à leur situation. Là où la difficulté existe, c'est des personnes qui, malheureusement, pour des raisons un nombre d'années dans le territoire inférieur à 10 ans, qui ne pourront pas, du coup, prétendre à l'aide, donc à l'ASPA. Vous avez aussi des personnes qui, malheureusement, vont avoir de grandes difficultés à rassembler toutes les pièces de façon à avoir un dossier complet à adresser. Des personnes qui vont être averties dans le temps, mais qui, malheureusement, ne vont pas avoir la capacité de lire l'information, leur demandant de compléter le dossier, s'adresser au CCAS, aller à la CGSS pour que leur dossier soit traité ou instruit. Oui, vous les accompagnez, mais on va y venir. Là aussi, il y a des limites dans l'accompagnement. Tout à fait. Claude Rosnel, docteur Rosnel, donc vous qui êtes directrice de l'autonomie à la CTG, alors vous intervenez auprès des retraités. Évidemment, ce n'est pas sur l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, mais sur une autre gamme d'aides, entre guillemets. Des retraités donc, qui sont en situation de handicap ou de perte d'autonomie, pour faire court, pour les accompagner avec d'autres aides que l'ASPA. Donc l'allocation personnalisée d'autonomie qui est indépendante des revenus d'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que même des gens qui ont des revenus assez élevés peuvent y avoir accès. Vous accompagnez 700 personnes qui sont aidées à ce titre. L'aide sociale à l'hébergement, donc pour les personnes âgées, qui entrent en EHPAD notamment, parce qu'on sait que les EHPAD coûtent très cher en Guyane, le prix est assez élevé, les EHPAD vont bondir, ou en famille d'accueil d'ailleurs. Là, vous accompagnez 200 personnes à ce titre. Alors, est-ce que vous, en termes de précarité, vous constatez aussi que les publics que vous rencontrez, les personnes âgées, sont en difficulté, entre guillemets Oui, Quelle est la place de la précarité dans vos interventions, quoi? On peut dire nous faisons exactement le même constat que M. Grasse-Etienne. D'ailleurs, nous sommes très souvent en relation. Quand on instruit les demandes d'APA, qui sont donc l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une prestation qui permet de financer l'aide pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne dépendent pas donc des revenus de la personne, en fait, on se rend compte que ces aides, donc, elles sont proportionnelles, bien évidemment, aux revenus. Quelqu'un qui a beaucoup de revenus, on aura une petite participation. Ceux qui ont des revenus inférieurs à 800 €, la CTG finance totalement l'allocation personnalisée d'autonomie. Et en Guyane, si on fait un comparatif avec les autres départements de France, eh bien, nous avons une proportion de personnes pour lesquelles on finance totalement, parce qu'il y a une grosse proportion de personnes qui ont en dessous de 800 €. Quelle proportion Alors la proportion, je ne peux pas vous la donner, mais nous sommes bien à plus de 50%. D'accord. Et ce que nous voyons, ce que nous remarquons, c'est que nous avons des personnes qui font des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie et qui n'ont pas l'ASPA, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de revenus. D'accord. Donc je pense qu'on reviendra sur l'accompagnement, la coordination, c'est vraiment le maître mot, mais il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aider les personnes. Alors, tout à fait. Dans le schéma territorial de l'autonomie, dont vous avez été l'une des chevilles ouvrières en 2018-2019, il est indiqué que les bénéficiaires de l'APA, donc l'aide que vous venez d'indiquer, l'allocation personnalisée d'autonomie, donc ces bénéficiaires gagnent en moyenne, la moyenne plutôt, c'est moins de 739 € par mois, effectivement. Donc plus de la moitié, vous disiez. Donc ça donne un peu une idée de la précarité néanmoins, même s'il y a des revenus un peu plus élevés. Alors, je vous propose qu'on fasse le point tout de suite sur l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui, vous l'avez compris, est au cœur de cette première partie de débat ce soir. Cette allocation qui a donc remplacé le minimum vieillesse en 2005. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ASPA? On l'a déjà un petit peu évoqué avec le directeur de la Sécurité sociale. Et comment ça marche? Réponse tout de suite avec ce reportage. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA, garantit un revenu minimum de 903 € par mois pour une personne seule et de 1 402 € par mois pour un couple. Comment ça marche? L'ASPA est un revenu complémentaire à la retraite. Prenons l'exemple d'une personne seule qui a 300 € de retraite. Elle a droit à 603 € d'ASPA
pour un total de 903 € par mois. Pour un couple qui perçoit 800 € de retraite à deux, cela fera 602 € d'ASPA en plus, soit 1402 € par mois. Tout retraité a droit à cette allocation à partir de 65 ans et avant cet âge dans certains cas d'invalidité, de handicap ou pour les anciens combattants. Les étrangers y ont droit à condition d'avoir au moins 10 ans de séjour régulier. Les citoyens non français de l'Union européenne et les Suisses sont éligibles. Pour la percevoir, il faut résider plus de 6 mois par an sur un territoire français. En Guyane, on compte plus de 2700 bénéficiaires, soit plus d'un retraité sur 4. Enfin, 337 demandes sont en attente. Jean-Xavier Bello, un détail important, cette allocation peut être, entre guillemets, reprise sur la succession du bénéficiaire à son décès, s'il a plus de 100 000 € de patrimoine. En tout cas, c'est la règle pour la Guyane. Un mot là-dessus. Oui, effectivement, cette allocation n'est pas... ne s'appuie pas sur des cotisations, encore une fois, donc c'est une allocation qui permet de garantir un minimum vital pour tous les retraités. Mais on considère que là aussi la solidarité familiale qu'on a évoquée tout à l'heure est importante. Et si la solidarité familiale ne peut pas s'exercer, c'est l'ASPA qui prend le relais. Et par contre, si elle n'a pas pu s'exercer mais qu'il y a un patrimoine, le législateur a trouvé cohérent que au moment de la succession, ce patrimoine soit amputé de ces montants qui ont été versés préalablement. Et donc de faire jouer, après le décès, la solidarité familiale. Finalement. Donc si j'ai un patrimoine de plus de 100 000 €... Voilà. Par contre, effectivement, là, le législateur a souhaité également maintenir la transmission d'un patrimoine minimal, effectivement, qui est de moins de 40 000 € en métropole. Donc c'est beaucoup moins favorable pour la métropole, mais qui a été évalué jusqu'à 100 000 € dans les territoires d'outre-mer. Donc on est dans une situation plus favorable parce que jusqu'à hauteur de 100 000 €, le patrimoine est conservé n'est pas prélevé, et n'est pas concerné par cette récupération. Il y a une limite dans le prélèvement, dans la reprise. Après, il y a une limite sur les montants aussi, de manière à ce que la récupération ne soit pas, de ne pas mettre en difficulté effectivement les héritiers. Il y a aussi quelques subtilités. Si par exemple on a une population agricole, pour que l'exploitation agricole puisse être transmise dans sa totalité, ne pas empêcher effectivement la faillite de l'exploitation par ce type de récupération. Donc il y a des mécanismes effectivement qui permettent de garantir malgré tout, même s'il y a une récupération, que ça ne met pas en danger en termes en difficulté les bénéficiaires de la succession. Mais à l'analyse, la plupart des bénéficiaires de l'ASPA n'ont pas de patrimoine supérieur à 100 000 €. La très grande majorité, la majorité, évidemment, malheureusement, souvent n'ont pas de patrimoine, mais malgré tout, ce n'est pas évident. Certains peuvent avoir des patrimoines élevés, peuvent avoir un terrain, par exemple, grand, et vivre malgré tout dans la pauvreté. Voir des immeubles, ça arrive. Docteur Rosnel, certaines aides sociales dont vous avez la charge à la CTG aussi peuvent être récupérables sur la succession. Oui. L'APA Non, l'APA n'est pas récupérable, mais l'aide sociale à l'hébergement et l'aide ménagère aussi sont récupérables. Alors l'aide sociale à l'hébergement, elle est récupérable dès le premier euro. C'est-à-dire que là, on récupère vraiment sur la base de l'actif de la succession dès le premier euro. Et ce sont les mêmes règles avec une limite à 100 000 €? Non. D'accord. Donc là, on récupère Alors non seulement il y a cette récupération, et puis il y a aussi les obligés alimentaires qui doivent participer donc au financement de l'hébergement. Voilà. Les enfants, les obligés en général. Alors là, normalement, c'est les enfants, ça peut aller jusqu'aux petits-enfants, les conjoints, les beaux-fils, les belles-filles. Bon, et nous, là, on va justement faire passer un nouveau barème où on va simplement demander aux enfants, en tant qu'obligés alimentaires, ne pas aller jusqu'aux petits-enfants. Alors, pour revenir sur vraiment la thématique de l'émission, nos retraités précaires, ils peuvent avoir accès à l'EHPAD sous couvert de cette aide sociale à l'hébergement, c'est bien ça? Voilà. Qui peut couvrir la totalité du coût de l'EHPAD? Il faut savoir que l'aide sociale à l'hébergement, c'est une aide subsidiaire, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait fait toutes les demandes des autres aides
en particulier l'ASPA et l'allocation logement. Et ensuite, l'aide sociale à l'hébergement vient en complément sur le tarif. Donc, bien évidemment, il faut que la personne, elle soit de nationalité française ou avoir un titre de séjour, qu'elle réside en métropole, en France. Oui. Voilà, donc ça, ce sont les conditions. Et donc, d'éventuels blocages ou retards, on y reviendra, rassurez-vous, monsieur le directeur, de délivrance de l'ASPA, peuvent, qu'allais-je vous dire, bloquer la délivrance des aides pour l'hébergement, oui, notamment parce dans les EHPAD ? Comme la SH, c'est une aide subsidiaire, il faut d'abord avoir fait valoir les autres aides, et en particulier l'ASPA, qui va permettre de financer une partie de l'hébergement. Et donc, quand l'ASPA a été donnée, ensuite, nous intervenons et nous faisons le complément. Alors bien évidemment, si le dossier n'est pas fait ou si le dossier met beaucoup de temps, normalement, on ne devrait pas donner la SH tant que ça. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout pour les personnes qui rentrent en EHPAD, c'est que, et puis avec les personnes âgées, le temps est important. On n'a pas le temps que l'on a avec des personnes adultes. Donc 1 an de retard, c'est énorme pour une personne âgée qui est en perte d'autonomie. Voilà. Tout à fait. Donc c'est vrai que, je pense qu'on en reviendra, mais c'est cette notion globale, tout s'intrigue en fait. Et c'est ça c'est en fait vraiment se coordonner tous ensemble pour que la personne elle ait vraiment accès à tous ses droits et rapidement et complètement. Et cette coordination aujourd'hui, elle est assurée parce que dans le schéma territorial, vous dites qu'il faut vraiment faire un effort là-dessus, sur la coordination des acteurs, CTG, les communes et les intercommunalités, la sécurité sociale. Oui, l'ARS, la justice l'agence aussi. L'agence régionale de santé, la justice pour les décisions de curatelle ou autre, enfin je ne sais pas. Peut-être un mot, pardon. Oui, juste... Ajouter ? Oui, rajouter que... en fait, cette coordination, c'est le rôle c'est une des missions, une des compétences de la CTG, de coordonner les acteurs. Chef de file. C'est le chef de file de l'action sociale, et c'est vraiment le chef de file de la coordination gérontologique avec tous les acteurs. D'où le fait que vous avez été leader dans l'élaboration du schéma territorial de l'autonomie qui concerne les personnes âgées et le handicap aussi. Oui, on a fait un schéma parce que c'est aussi une politique globale de regrouper ces deux publics, parce que là on parle d'autonomie, en fait la problématique et les réponses sont les mêmes. Monsieur Grasse-Etienne, un mot. Oui. Au niveau des CCAS, puisque, pour rappel, chaque commune en Guyane, au-delà de 1500 habitants, donc, se doit donc d'avoir également un CCAS. Ça, c'est donc une première chose. Donc, c'est aussi par cette porte où l'ensemble des personnes peuvent justement, du coup, venir solliciter un accompagnement vis-à-vis de leur situation. Donc, vous êtes avenue Pasteur. Tout à fait. À Cayenne, voilà. C'est tout à fait ça. Au niveau donc des CCAS, nous avons aussi, de la même manière qu'a fait la CTG, nous avons aussi ce qu'on appelle l'ABS, l'analyse des besoins sociaux, qui était une photographie de la situation communale, la parentalité, les personnes âgées, la précarité. D'ailleurs, ce sont les thèmes que nous avons arrêtés pour la mandature actuelle, et nous mettons l'accent justement sur le développement d'actions liées à ces 3 thématiques-là. Le cadre donc des personnes âgées, donc nous sommes amenés justement, comme on l'a fait aussi dans le cadre de la crise sanitaire, donc coordonner l'aide alimentaire d'urgence. Donc à notre niveau aussi, nous avons aussi l'obligation de coordonner, à l'instar de la CTG, les actions qui doivent également se mettre en place dans chaque commune, donc les CCAS. Et pour les retraités précaires, notre thème de ce soir, vous intervenez surtout pour quoi ? C'est les colis alimentaires et l'accompagnement pour l'ASPA, pour leur accès aux droits ? C'est tout à fait ça. En fait, l'aide alimentaire, c'est une compétence facultative du CCAS, mais elle a pris une ampleur très importante pendant la crise. C'est également l'une des actions qui attire un grand nombre de personnes également au sein de la ville de Cayenne. Mais les prestations que nous avons pour les personnes âgées au niveau du CCAS, c'est l'aide à la composition donc, des dossiers, aussi bien pour la CGSS ou également la CTG. Mais c'est également l'information, action de prévention, qui est d'abord la première mission d'un CCAS. C'est l'action préventive au sujet
de prévenir les difficultés liées aux revenus, au logement. Voilà. Alors, monsieur le directeur, on voit beaucoup de monde, 50-60 personnes devant chez vous régulièrement le matin. Vous avez 2 assistantes sociales, vous m'avez dit en préparant cette émission. Ça paraît très peu par rapport aux besoins. Alors, même s'il y a également d'autres assistantes sociales qui peuvent évidemment assister les retraités précaires et autres, celles de la CTG, les assistantes sociales de secteur, mais enfin, 2 assistantes sociales au CCAS de Cayenne, ça paraît très peu. Ça ne paraît pas très peu, c'est très peu. On est vraiment sur une situation problématique en termes d'organisation, en termes de réponse aux besoins de la population au niveau de Cayenne. Donc nous avons pour obligation aussi de nous développer, de s'organiser, de relancer aussi le partenariat avec nos collègues et développer de nouvelles compétences également au sein de l'établissement. La population que vous voyez régulièrement devant le bâtiment, c'est des personnes qui viennent demander de l'aide, en l'occurrence l'aide alimentaire d'urgence. C'est des personnes qui auparavant ne venaient pas au CCAS et qui malheureusement, la crise a fait qu'ils ont ces besoins-là. Au niveau de la composition des équipes, notre objectif aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir augmenter le nombre de nos travailleurs sociaux. Cela passe par des financements supplémentaires. La mairie de Cayenne, elle fait un effort considérable par rapport à la subvention qu'elle accorde au CCAS. Nous avons eu la possibilité également de travailler avec la préfecture qui, pendant la crise, a aussi abondé de façon très importante notamment pour l'aide alimentaire. Et du coup, je profite également de l'occasion pour remercier la CTG, puisque aujourd'hui, il y a un plan qui se met en place en termes de subventions où les CCAS pourront du coup également être éligibles et du coup, renforcer aussi leurs compétences en termes d'organisation, en termes de formation. Et dans la même dynamique aussi, on travaille aussi avec la CGSS dans le partenariat en termes d'action, qui va aussi nous aider à nous renforcer. Et du coup, avoir peut-être des réponses encore plus adaptées à nos usagers aussi. On reviendra dans la partie solutions, j'espère qu'on aura un petit peu le temps, sur comment vous essayez d'étoffer les effectifs. Alors, monsieur le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, revenons sur l'ASPA. On a vu dans notre petit encadré que c'était 2740 bénéficiaires aujourd'hui. Jean-Christophe Dulin, en novembre dernier, quand il était sur ce plateau, l'a même interrogé par l'Elia Chérubin-Jeannette dans son journal, suite à le reportage sur Philienne Joseph, disait que probablement ça devrait être, on pourrait avoir un doublement de ce nombre de bénéficiaires, donc dépasser le cap des 5000 sûrement, si vraiment on y allait, on faisait de l'accès aux droits. Alors pourquoi, la question c'est un peu ça, autant de retraités ne bénéficient pas de cette allocation ? C'est une vraie question, une question complexe. Alors il faut d'abord savoir qu'effectivement c'est pas une question guyanaise. D'abord, je commencerai par ça, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs, même si notre territoire est spécifique, et malheureusement la précarité est d'autant plus prégnante en Guyane. Oui, taux de pauvreté de 53% en Guyane, d'après les normes nationales. Mais quand on regarde sur le recours au droit et l'accès au droit en métropole, vraiment en France métropolitaine, c'est quand même intéressant aussi de le regarder, on constate que malheureusement cet accès au droit n'est pas non plus total. C'est-à-dire qu'on a des freins qui existent et qui sont importants. Par exemple, sur l'aide à la complémentaire santé, la C2S aujourd'hui, on a à peu près au moins 50% de l'accès qui ne se réalise pas. Sur le RSA, on a des taux de 30-40% de demandes qui ne se réalisent pas. Et sur l'ASPA, on a également un taux de recours qui est faible. Et on n'a pas de chiffre précis sur l'ASPA, sur le renoncement à l'ASPA. Tout simplement parce que c'est une prestation assez complexe, parce qu'il faut avoir la composition du foyer, les conditions de résidence, les revenus, tous les revenus du retraité. Et c'est pour cette raison qu'on a du mal à pouvoir estimer ce qu'il en est. Par contre, dans les motifs de non-accès aux droits sociaux, ce qui est identifié, le premier motif, qui concerne quasiment la moitié, 40 à 50% des cas qui sont signalés, c'est le manque d'information. Voilà, ça c'est le premier motif. Pourquoi est-ce qu'on n'accède pas aux droits sociaux ? Parce que souvent on n'est pas informé, on ne sait pas que ce droit existe, et donc on n'y accède pas. Et ça, que je vous dis ça, c'est vraiment national. Donc j'ai pas d'études en Guyane, mais je pense qu'on retrouve sans doute la même logique. Voilà. Le deuxième motif, c'est tout simplement c'est la complexité des démarches. Et c'est vrai que les démarches sont complexes, sont longues. Il faut constituer des dossiers pour s'assurer du bon droit.
il faut avoir des papiers, il faut comprendre les démarches, il faut remplir, voilà. Donc il y a une complexité. Alors bien sûr, il y a un accompagnement qui se met en place. Là, on vient de l'évoquer, et les CCAS sont des partenaires très précieux pour assurer cet accompagnement. Mais avec des effectifs limités, on l'a. Mais voilà, c'est ça. Donc alors, après, on peut pas. Et le dernier motif, c'est, qui est quand même important, qu'il faut aussi avoir en tête, c'est tout simplement ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cet accompagnement, de cette aide. Parce que même si c'est un droit, certains ne souhaitent pas l'exercer. Ça doit pas être un motif très prégnant en Guyane, a priori, mais bon. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, au niveau national, je n'ai pas d'études en Guyane, mais au niveau national, c'est quand même au moins 20% des cas qui volontairement ne souhaitent pas recourir à ce type d'aide. Et donc, je reviens sur le premier motif, qui est celui qui est le plus important, quasiment la moitié des cas, c'est l'information. Et donc moi je suis très content, je vous l'avais dit à la préparer l'émission, qu'on puisse avoir cette émission, ce temps d'échange, parce que la première étape vraiment pour faire décoller l'ASPA, pour qu'effectivement permettre à des retraités qui aujourd'hui vivent dans la misère, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, alors qu'ils pourraient vivre de manière décente, j'espère qu'ils écoutent cette émission, parce qu'effectivement, interrogez-vous, ce n'est pas une fatalité, il y a la possibilité de venir à la CGSS, de nous téléphoner, d'aller au CCAS, souvent c'est plus proche, dans tous les CCAS, d'aller dans les maisons France Service, bref, d'avoir tous les recours sociaux qui peuvent, pour se renseigner, aller sur les sites internet lorsque c'est possible aussi, il y a des simulations qui c'est possible, dans mes droits, dans les services publics ou dans le site de ma retraite. On peut assez facilement vérifier ce qu'il en est, au moins avoir une première approche, et à partir de là, pouvoir déposer un dossier. On est aidé pour déposer le dossier, effectivement, dans tous ces guichets, et à accéder, effectivement, à l'ASPA. Mais aussi à d'autres droits sociaux, dire, parce que c'est vrai que, aujourd'hui, c'est l'ASPA, mais c'est vrai qu'il y a d'autres droits qui ne sont pas... Voilà, on insiste sur ça, mais c'est vrai que ce que je vous dis, c'est assez général aussi, c'est valable pour d'autres droits, c'est important aussi de le signaler. Et disons que la misère, aujourd'hui, normalement, n'est pas tellement une fatalité. Voilà, il y a une solution, là, en l'occurrence. On a souvent des solutions. Voilà, il faut le répéter. Voilà, il y a quand même beaucoup de solutions. Voilà. On est en France, on a une sécurité sociale qui est généreuse, on a un système social de protection qui permet de protéger la plupart et de permettre au moins de vivre décemment. Près de 400 dossiers, c'est vos propres chiffres, de demande d'ASPA en attente, c'était début 2020. Donc là, où vous-même, vous reconnaissiez qu'il y a eu des problèmes quand même dans le... Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 340, je crois, aujourd'hui, de dossiers en attente. Vous êtes en train un petit peu de résorber le... Donc il y a eu également, j'entends bien les arguments que vous avez évoqués, il y a eu également un problème chez vous de gestion de ces demandes ASPA. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu une difficulté effectivement de gestion, de pilotage, de management, d'organisation, qui fait qu'à un moment donné, donc surtout sur les années, en fait en 2019, 2018 et 2019, une difficulté pour faire face à la charge de travail. Ça fait qu'on a pris du retard et on a cumulé des dossiers. Effectivement, d'ailleurs, les chiffres, j'ai même un chiffre un peu plus élevé. En début d'année de 2020, j'allais dire cette année, de l'année dernière, donc on était à 550 dossiers en stock. Voilà, on était même à 550. Aujourd'hui, on est à 340. 550 dossiers début 2020. On était à 550 dossiers qui étaient en cours de traitement, donc qui n'étaient pas traités. Qui devaient être, 340 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 340 et surtout, on est en perspective de l'ordre de 250 pour janvier, donc un an plus tard. Donc, on aura divisé par deux le stock de dossiers, sachant qu'après, il est normal d'avoir quand même un petit stock de dossiers parce qu'entre le moment où on dépose un dossier et le moment où il est traité, il y a quand même un temps minimum de traitement. Donc, effectivement, on va dire au moins une centaine de dossiers qui en stock. Ça, c'est un stock minimal, incompressible. Voilà. Alors, en préparant cette émission, vous disiez aussi on peut faire mieux ce moment clé, quand on liquide, parce qu'on a bien compris que pour toucher l'ASPA, il faut avoir liquidé ses droits à la retraite, c'est-à-dire dire voilà à quoi j'ai droit au niveau de la retraite. Là, c'est bien chez vous que ça se passe, ça, voilà. Au moment où on voit qu'il y a une retraite qui s'annonce très basse, enfin voilà, tout de suite, le moment où on enclenche l'ASPA, vous nous disiez vous-même peut-être que là, on peut faire beaucoup mieux au niveau des agents. Donc, il s'agit peut-être là de formation, de sensibilisation. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a porté nos efforts et toutes les équipes de la CGSS, de la direction retraite se sont mobilisées pour réussir à déstocker et à faire beaucoup plus de dossiers. Et finalement, l'année dernière, on a, au niveau de l'ASPA, sans doute traité 2 fois plus de dossiers quasiment que de demandes d'ASPA. Vous voyez, donc c'est quand même un effort énorme.
de rattrapage. Donc moi, je tiens déjà, j'en profite aussi pour les remercier parce que ça a été une vraie mobilisation, une réorganisation. Et le personnel s'est mobilisé. Et c'était la première étage. Le premier étage de la fusée, c'était celui-là, de réussir effectivement à reprendre la main sur les dossiers, sur les stocks. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter à ça. Maintenant qu'on tend vers un stock maîtrisé, la deuxième étape, maintenant, ça va être de pouvoir aller vers les publics et effectivement garantir l'accès aux droits. Et comme on l'a évoqué, la première chose à faire est de manière finalement très naturelle. Lorsqu'on a un rendez-vous pour préparer un dossier de retraite, qu'on se rend compte lors de ce rendez-vous que la retraite, le montant sera faible, il faut parler de l'ASPA. Il faut expliquer que ce dispositif existe, qu'il est tout à fait accessible. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ça existe. Il faut en parler. Et une fois que la retraite est liquidée, qu'on a le montant connu de la retraite et qu'on constate que ce montant est faible, il faut là aussi faire une nouvelle information complémentaire pour le rappeler et s'assurer qu'effectivement, il y a bien une transmission de l'information. C'est les étapes qu'on est aujourd'hui en train de construire, on est en train d'avancer sur ces étapes. Et là, on mobilise les équipes pour avoir cette sensibilisation-là et pouvoir effectivement s'assurer de la bonne information des retraités. Voilà, évidemment, les salariés retraités, les gens qui arrivent à la retraite, qui croyaient avoir des fiches de paie en bonne et due forme, parfois les employeurs ne paient pas les cotisations retraite. Ça arrive malheureusement, il y en a un certain nombre qui jouent pas le jeu, qui arrivent à la retraite et ils découvrent qu'ils ont très peu ou pas du tout de retraite. Enfin, peut-être que c'est rarissime, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez rare. Quand même, heureusement, non. Mais ceux-là aussi ont évidemment accès à l'ASPA. Bien sûr, dès lors que nous, qu'on liquide et qu'il y a une retraite qui est faible, qui est inférieure donc, à 900 €, comme on l'a dit pour une personne seule, le montant complémentaire. Par contre, il faut que toutes les retraites soient liquidées. C'est-à-dire qu'il y a la retraite du régime général, il y a la retraite des fonctionnels, il y a les retraites complémentaires. Là aussi, l'ASPA, ça vient, vous l'aviez très bien expliqué en début d'émission, c'est un montant complémentaire. Alors, un mot peut-être de M. Grasse-Etienne, puis après, on passe la parole au docteur Rosnel. Il faut que la population, elle s'empare des CCAS. C'est-à-dire que c'est un outil... Non, mais véritablement, parce que beaucoup de gens pensent que c'est destiné à une population bien spécifique. Les CCAS, en fait, ce sont des armes sociales, j'ai envie de dire, pour lesquelles, en fait, le législateur a prévu une organisation et des missions bien précises. Nous avons tous, à un moment de la vie, une difficulté, quelle qu'elle soit, liée au logement, liée à une gestion budgétaire, liée à un parent qui perd en autonomie. Et les CCAS sont là pour ça, en fait, pour informer, orienter, accompagner et soutenir les familles qui vont venir vers nous. On n'a pas forcément toutes les réponses au sein des CCAS, mais nous avons les partenariats qui vont nous aider en fait à accompagner les familles. Et beaucoup de gens, puisqu'on a eu des cas pendant la crise sanitaire, nous disaient mais je ne viens pas au CCAS parce qu'il ne faut pas que le voisin me voie venir au CCAS. Il y a une notion de honte un peu. Tout à fait, mais... Qui n'a jamais eu une difficulté à un moment donné à payer une facture, à reporter telle ou telle dépense? Et donc, on peut largement anticiper un certain nombre de situations et apporter des réponses aux familles qui vont pouvoir venir au CCAS et justement faire bénéficier. Vous réorientez aussi parfois vers les assistantes sociales de secteur de la CTG parce qu'il y a aussi des aides exceptionnelles accordées par la CTG pour des moments difficiles, passagers que vivent les populations précaires ou pas précaires d'ailleurs, ça peut arriver aussi. Claude Rosnel, il y a évidemment aussi, c'est pas votre domaine, on le précise à la CTG, mais vous êtes dans le pôle social, mais les assistantes sociales de secteur qui sont réparties sur tout le territoire de la CTG, donc en l'occurrence, et qui sont multitâches, quoi. Qui sont multitâches et qui interviennent dans des situations aussi complexes pour les personnes âgées. Mais c'est vrai que au niveau de la direction de l'autonomie, comme nous avons une cellule destinée aux situations préoccupantes, on est vraiment en lien avec les CCAS. C'est vrai qu'en fait, par l'APA et puis par cette cellule de situations préoccupantes et puis par la cellule information, nous avons une vision globale des besoins de la personne âgée et ça c'est la base même, je dirais, de la gérontologie.
C'est pour ça que c'est important de comprendre que la personne âgée, déjà la précarité, l'isolement, et d'ailleurs dans le reportage, il y a une dame qui dit oui, la précarité, ça entraîne la vieillesse. Ben, elle a raison, parce que la précarité, l'isolement, c'est un facteur de risque de perte d'autonomie. Donc la prévention, c'est déjà éviter la précarité et l'isolement. Et moi, je rejoins tout à fait M. Grasse-Etienne, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans le schéma, et c'est ce que veut la CTG. Pour répondre correctement, rapidement à la demande, aux besoins des personnes âgées, il faut de la proximité. Nous, au niveau de la CTG, au niveau de la direction de l'autonomie, nous ne sommes pas la proximité. La proximité, ce sont les CCAS. Et c'est vrai qu'il faudrait changer l'image du CCAS pour les personnes qui sont en difficulté, mais que les CCAS deviennent une sorte de guichet d'information et d'accompagnement, parce que les CCAS connaissent leur population. Alors, oui. Et ce que je voudrais rajouter, ce qui est très important, c'est que, en fait, c'est à nous, les institutions, à s'organiser autour de la personne âgée. Et ce n'est pas la personne âgée qui doit aller et vers la CTG ou vers le CCAS et vers la CGSS. Il faut qu'on s'organise par rapport à son besoin. Nous devons nous organiser autour. Mais alors, à quelle porte elle frappe une fois que vous avez dit ça concrètement? Ce schéma, il a été fait, c'était un schéma participatif. On a eu des réunions avec les CCS, avec tous les acteurs avec la CGSS aussi. Le principe, c'est de faire un endroit qui sera reconnu comme un endroit où il y aura l'information, l'accompagnement, quel que soit le besoin de la personne âgée. Donc ça, c'est quelque chose qui est à créer. Et c'est vrai que cet endroit, a priori, et puis surtout en Guyane, on pourrait tout à fait imaginer que ce sont les CCAS qui sont déjà reconnus. Et donc c'est à nous, les institutions... C'est pas encore abouti, ça. Ce schéma a été adopté en mars, hein, c'est ça, voilà, 2019. Oui, en mars. En mars 2020. Là. 2020 Oui, oui. J'ai cru comprendre que c'était en 2019, l'adoption du schéma. Non, il a commencé en 2019, il a été adopté là pendant la crise. Donc ça reste à c'est un schéma traduire sur le terrain, quoi, tout ça. Oui, mais c'est un véritable travail avec toutes les institutions. Sans ça, on n'y arrivera pas. Alors, pour définir, je vais rester avec vous sur un point, pour définir les besoins des retraités, leur niveau de perte d'autonomie, vous entrez au domicile des personnes, hein, j'ai cru comprendre avec votre service, vous faites une analyse un peu des besoins de la personne, des aides que vous pouvez lui apporter. Comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Bon, j'ai déjà parlé un peu des aides, mais comment ça se passe? Alors, nous instruisons deux sortes de dossiers concernant l'aide à domicile. Il y a d'abord l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, donc avec un dossier particulier. On a une équipe médico-sociale. Donc là, ce sont des infirmiers qui vont au domicile et qui font une évaluation déjà de la perte d'autonomie grâce à une grille qui va permettre de dire oui, cette personne est en perte d'autonomie, elle a droit, elle n'a pas. Non, elle n'est pas en perte d'autonomie, elle a droit à une aide, une autre aide à domicile qui est financée soit par la CGSS, soit par nous-mêmes, selon les... Et l'APA peut permettre de financer une aide à domicile ou bien quelqu'un qui peut venir aider... Voilà, donc cette évaluation, elle est importante cette évaluation parce que l'équipe évalue la perte d'autonomie, mais elle évalue aussi les besoins de la personne et les besoins globaux. C'est-à-dire en aide humaine, en aide technique, mais aussi tout est abordé, le problème de leur logement, le problème de précarité. Et là, maintenant, il y a aussi l'évaluation des besoins des proches aidants. Donc c'est vraiment une évaluation globale et on doit donner une réponse globale. Et donc après, on doit réorienter si on détecte un besoin qui relève de la CGSS ou... Alors comment on fait pour vous saisir pratiquement? Parce que je sais que vous êtes implanté à Cayenne, rue du 14 juillet, c'est ça? Concrètement, par les CCAS, on passe par les CCAS? Oui, les CCAS ont les dossiers, ils connaissent très bien
la procédure. Il faut parler aussi des infirmières qui travaillent à domicile, qui connaissent l'APA et qui nous interpellent pour avoir des dossiers et qui aident les personnes pour faire des dossiers de demande, l'APA, ou alors on s'adresse directement à la cellule information de la direction de l'autonomie, rue 14 juillet. On fait une demande par téléphone ou par mail et on envoie un dossier. Et les dossiers peuvent être déposés. Et tous les dossiers, ce sont des dossiers papier. Alors, quand un retraité vit dans un logement précaire, je pense au quartier informel, on revient encore sur mon angle ce soir de la précarité, est-ce qu'il a droit à toutes ces aides ou est-ce qu'il y a un effet bloquant je vis dans un logement qui n'est pas officiel, entre guillemets. Donc l'APA, elle finance l'aide humaine, l'aide à domicile, elle finance des aides techniques, c'est-à-dire ou des barres d'appui, des déambulateurs, enfin des choses techniques qui permettent de compenser la perte d'autonomie, des petites rénovations aussi, c'est-à-dire souvent des aménagements de la salle de bain par exemple. Et puis à côté de ça, parfois il faut des réhabilitations de la maison. Et là, le problème... Et donc, il y a des aides aussi au niveau de la CTG, des aides au logement pour réhabiliter le logement, mais encore faut-il être propriétaire. Voilà. Il faut être propriétaire de son logement. Voilà, si on est locataire... Non, si on est locataire, on a droit aux petites aides techniques, mais quand il y a des réhabilitations, parfois... Et si je vis dans un logement insalubre, dans un bidonville, qu'est-ce que j'ai droit à rien? Mais non. D'accord. Mais non, c'est ça, c'est que quand on voit qu'on a besoin... Vous savez, nous, au niveau de l'APA, on peut proposer, par exemple, des barres d'appui, c'est très important. Mais quand il n'y a pas de mur, je veux dire, quand c'est du bois, ou quand il n'y a pas d'électricité, ou quand... Enfin, il y a des situations qui sont vraiment des situations de logement extrêmement dangereuses pour la personne âgée. Alors, un mot très important, je pense, sur le problème également de la fracture numérique, parce qu'on a tendance maintenant à essayer de favoriser les solutions numériques, notamment à la sécurité sociale ou dans d'autres administrations. Mais étant donné le taux d'illettrisme en Guyane, un habitant de Guyane sur 3 en situation d'illettrisme, également les difficultés techniques pour avoir accès à des ordinateurs et autres. Donc comment est-ce qu'on fait là pour, qu'allais-je vous dire, accompagner les gens par rapport à l'outil numérique? Alors la question s'adresse peut-être à vous deux, à la sécurité sociale et au CCAS. D'abord la sécurité sociale. Aussi à vous, oui, bien sûr. À tous, parce que Oui, parce qu'on a peu de temps, là, c'est pour ça. Les outils numériques, c'est d'abord une opportunité. C'est une opportunité de rapidité, de fluidité, de simplicité, malheureusement, que pour ceux qui peuvent l'utiliser. Quand je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que vous mettez en place? D'abord, il faut aussi penser à ceux qui savent s'y prendre, qui peuvent le faire, et là aussi les informer qui peuvent le faire. Aujourd'hui, une demande d'ASPA, elle peut être déposée effectivement en ligne. La demande de retraite, elle peut être déposée en ligne. Et moi, j'invite tous les retraités qui peuvent le faire à déposer en ligne leur demande de retraite. Ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à faire la queue. Ils peuvent le faire à l'horaire qui leur convient, et ça sera pris en compte. Les documents ne vont pas se perdre, ça sera plus efficace, plus fluide, plus rapide. D'accord. Et quand vous dites que l'illettrisme, ça touche une personne sur 3, mais c'est-à-dire qu'il y en a 2 sur 3 qui potentiellement peuvent le faire. Voilà. Donc, il faut nous se mobiliser, on se mobilise pour essayer d'offrir ce service à tous ceux qui peuvent y accéder. Donc ça, c'est le premier point, et c'est important, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que la majorité peut quand même y accéder. Par contre, pour ceux qui ne peuvent pas y accéder, il ne faut surtout pas les oublier, parce que ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qui ont effectivement besoin d'un accompagnement humain de proximité. Et là, c'est vrai que nous, en tout cas, CGSS, c'est pas notre rôle premier, c'est plus notre cœur de métier, pour le coup. Et c'est le cœur, et on revient sur les partenariats, et le cœur de métier de... Vous n'avez pas des bornes numériques avec des gens à côté pour accompagner? Non, c'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment... non, parce que c'est souvent ça, c'est
ça se fait de moins en moins. C'était surtout pour ouvrir des comptes, en fait, pour faciliter l'ouverture du compte. Mais c'est pas forcément et souvent, il faut un accompagnement. Et puis, ouvrir des comptes en masse pour des personnes qui ne pourront pas l'utiliser, c'est quasiment malhonnête. Voilà. Réginaldo. Donc, par contre, voilà, je veux vraiment le CCAS et le partenariat. Vous transmettez le ballon. Oui, parce que c'est vrai. C'est Réginaldo Grassétienne. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi. C'est vraiment par le partenariat, c'est ensemble. Avant de rentrer dans l'émission, on parlait de la convention qu'on avait proposée au CCAS, qui est en cours de signature. Hein. C'est par ces démarches-là qu'on peut réussir effectivement à travailler ensemble en fluidité, à trouver des solutions. Voilà, donc c'est une démarche qui est également en cours au sein du CCAS de Cayenne, c'est-à-dire c'est de mettre à disposition cette année, en 2021, des points d'accès numériques où il y aura des agents qui seront également disponibles et qui pourront du coup accompagner tout ce au CCAS de Cayenne, qui pourront donc du coup solliciter un agent pour les aider justement dans l'instruction de leur dossier. Voilà. Docteur Rosnell, sur cette question du numérique, pour le traitement de vos dossiers, tout cela nous, on n'est pas dans le numérique, donc ça pose pas de problème. Vous, ça se passe nous, on est encore formule papier. En dossier papier, et puis le dossier de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie, est un dossier assez simple. Par contre, les dossiers d'aide sociale à l'hébergement est beaucoup plus compliqué, plus complexe, parce que, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, je ne sais pas si la CGSS peut le faire aussi, mais nous avons travaillé pour simplifier ce dossier que nous allons présenter à tous les CCAS au mois de mars, parce que c'est important aussi de simplifier les dossiers et de faire et de se coordonner, parce que nous avons par exemple, nous, des pièces. Vous allez demander des pièces, mais nous les avons déjà. Donc, et la personne est obligée de faire un dossier et de refaire un nouveau dossier avec les mêmes pièces, alors que nous, par exemple, nous les avons déjà. C'est pour ça que c'est vraiment à présent de travailler en amont et de se coordonner. Mais dans la pratique, ce que l'on voit, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les situations, les personnes qui sont vulnérables, qui sont fragiles, mais c'est le parcours du combattant. C'est très, très, très compliqué de faire tous ces dossiers, de réunir, de comprendre. Et effectivement, le numérique, c'est très bien s'il y a un accompagnateur qui va peut-être transmettre le dossier par le numérique, mais il faut quelqu'un. Et alors ça va être fait au CCAS de Cayenne, c'est très bien, mais nous, pour la CTG, il faut qu'on soit équitable sur tout le territoire. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans la globalité, dans toutes les communes. On arrive au terme de l'émission, donc on n'aura pas le temps d'aborder la volonté aussi, je crois, de la sécurité sociale et d'autres administrations, de rayonner sur le territoire. Là où vous êtes présent, en tout cas, monsieur le directeur, Cayenne, donc évidemment, Kourou, Saint-Laurent, Maripasoula, qui est un peu la zone d'ombre du territoire aussi, en termes d'accès aux droits. On a même Maripasoula, Papa-Icheton. Même un accueil permanent à Taluène et à Grand-Santi. Donc, vous voyez, on fait d'aller plus loin là-dessus. D'aller dans les territoires même isolés pour effectivement... C'est un projet où c'est fait Non, c'est fait. Là, on l'accueille aujourd'hui que Assurance Maladie sur ces territoires, mais demain avec une ouverture sur la retraite. Pour également une sensibilisation à l'ASPA, pour nos retraités précaires ? Évidemment. Merci donc à mes trois invités. On retiendra donc qu'il y a une prise de conscience pour mettre en avant l'ASPA, cette allocation de solidarité aux personnes âgées, que les administrations doivent encore faire des efforts, on l'a compris, pour un meilleur accès aux droits des retraités modestes, avec plus d'accompagnement sur tout le territoire et une meilleure coordination des partenaires. Merci à nos invités, merci de votre attention également et bonne soirée à tous sur Guyane la Première.